Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et à travers ce projet, je partage avec vous des idées et je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question en français. En gros, chaque épisode est le point de départ d'une conversation. C'est aussi un espace pour explorer des questions de société sous un angle différent. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans l'épisode de cette semaine, puisqu'on va parler de la question de l'identité en France. Si vous suivez un peu les actualités françaises, vous savez déjà qu'il s'agit d'une question, il s'agit d'une question délicate. C'est un sujet sensible qui suscite de nombreux débats. Mais en tout cas, c'est important de se questionner sur l'image qu'on peut avoir de la France, à première vue. Parler de ce type de questions, ça me tient vraiment à cœur. C'est aussi pour cette raison que je fais ce podcast. Pour vous accompagner, pour vous aider à accéder plus facilement aux réflexions et aux voix qui inspirent le changement. La question principale qu'on va se poser aujourd'hui, c'est la suivante. Être français, être française, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour commencer, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. On va faire ça en s'intéressant au concept d'universalisme à la française. Et je mets cette expression, à la française, entre guillemets. Il faut savoir que c'est un concept qui est remis en question de nos jours. Et je vais essayer d'expliquer simplement pourquoi. Ensuite, toujours en lien avec l'identité et l'image qu'on associe aux Françaises et aux Français, on va parler de la question de la représentation, ou plutôt du manque de représentation des minorités dans les médias. Pour finir, j'ai aussi envie de prendre quelques minutes pour vous présenter une personne, une femme, qui est très impliquée dans ces débats en France. Il s'agit de Rokhaya Diallo, une journaliste française. Elle apporte des réflexions très pertinentes sur ce que ça signifie d'être français. Ça va être l'occasion de partager avec vous quelques-unes de ses réflexions et de vous encourager à découvrir son travail. En quelques mots pour commencer, l'universalisme en France, c'est cette idée que, aux yeux de la République, on serait toutes et tous égaux, peu importe notre origine, notre religion, notre couleur de peau. Le principe d'universalisme a donc pour but, en théorie, d'intégrer tous les citoyens dans une même nation, quelles que soient leurs caractéristiques et leurs origines. L'idée d'une identité nationale est très forte en France. L'universalisme français soutient que cette identité est fondée sur une culture commune, des droits fondamentaux et des valeurs essentielles comme l'égalité et la liberté. Tout ça est censé garantir l'unité et l'indivisibilité de la République française, de la société française. Une petite précision, quand je parle d'indivisibilité de la République, ça veut dire qu'elle ne peut pas, qu'elle ne doit pas être divisée, selon le principe universaliste. De plus en plus, ce principe est remis en question, avec raison. Si vous vous intéressez un peu aux actualités en France, vous avez peut-être remarqué que les médias opposent l'universalisme français d'un côté et le multiculturalisme américain de l'autre. Le multiculturalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que plusieurs cultures peuvent coexister dans un même pays. En France, les défenseurs de l'universalisme voient la montée du multiculturalisme comme une menace contre l'unité, qui est à la base de la République française. Il y a quelques mois, en novembre 2020, dans un article du New York Times, Emmanuel Macron a exprimé son opinion sur cette question en disant de manière ferme que le modèle français est universaliste et non multiculturaliste. Il dit que, et je le cite, « Dans la société, je me fiche de savoir si quelqu'un est noir, jaune, blanc, s'il est catholique ou musulman, il est d'abord citoyen.
Comme je le dis souvent dans ce podcast, c'est important de questionner les discours. Sur le papier, le principe d'universalisme, le fait de dire qu'on est toutes et tous égaux, c'est une belle idée, bien sûr. Mais cette idée ne correspond pas tout à fait à la réalité de la société française actuelle. De par son histoire, la France est un pays très diversifié, où on retrouve de multiples cultures. Même si, de plus en plus, les questions raciales trouvent leur place dans le débat médiatique, la race sociale et le passé colonial de la France restent des sujets sensibles qu'on a du mal à traiter. D'ailleurs, au moment où je prépare cet épisode, il y a un autre débat. Les recherches sur les questions raciales occuperaient une place de plus en plus importante dans le milieu universitaire français. Ça se ferait au détriment des recherches sur les questions de classe. Faire quelque chose au détriment d'autre chose, ça veut dire qu'on favorise une chose par rapport à une autre. Ici, les études sur les questions de race prendraient une place plus importante par rapport à celles sur les classes sociales. Pour mettre en perspective ce débat, Mediapart, c'est un journal français, qui a montré, avec l'aide de statistiques, que la place des recherches sur la question raciale reste marginale. C'est un exemple qui illustre bien les difficultés à parler de cette question dans l'espace public. Aujourd'hui, les générations plus jeunes, les générations qui reflètent la diversité en France, remettent en cause l'universalisme à la française. Remettre en cause quelque chose, ça signifie questionner quelque chose d'acquis, s'interroger sur un principe établi. Une limite de l'universalisme, c'est le fait qu'il nie les différences, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues. La pluralité et la diversité de la société française actuelle ne sont pas prises en compte dans le principe d'universalisme, dans la manière dont il est appliqué en tout cas. La réalité des discriminations qui touchent les personnes noires, les personnes d'origine maghrébine et asiatique est rendue invisible. Par exemple, même s'il existe des exceptions dans des cas très précis, les statistiques ethniques en France sont interdites. La possible autorisation de ces statistiques, dans le cadre de la lutte contre le racisme, continue à faire débat. Ici, je ne cherche pas à dire qu'un modèle est meilleur que l'autre. Clairement, la France et les États-Unis sont confrontés au racisme et gèrent la situation, chacun à leur manière. Mais en France, quand on dit qu'on ne voit pas la race, qu'on ne voit pas la couleur de peau, qu'on le veuille ou non, c'est un refus de reconnaître le racisme et la discrimination que les personnes peuvent vivre. La pluralité et la diversité, c'est justement ce qui fait la force de la France, à mon avis. Et on a pu le voir il n'y a pas si longtemps avec le succès international d'une série comme Lupin. Vous savez, cette série avec Omar Sy qui a été diffusée sur Netflix. Elle aborde aussi la question du racisme. Et en fait, Lupin, c'est juste un exemple qui illustre l'importance de représenter davantage la diversité sur les écrans, de s'éloigner des stéréotypes et de raconter des histoires où les personnages noirs, maghrébins et asiatiques sont montrés dans toute leur complexité. Pour continuer notre discussion sur l'identité, sur ce que ça veut dire être français ou française, j'ai envie de prendre quelques minutes pour parler de la représentation à la télé et au cinéma, par exemple. D'ailleurs, je devrais plutôt dire qu'on va parler du manque de représentation. Dans une étude faite par le CSA en 2019, et pour faire une petite précision, le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est une institution qui est responsable de la régulation des médias en France, plus précisément la radio et la télévision. Bref, en 2019, le CSA a partagé les résultats d'une étude sur la question de la représentation. Une étude qui était basée sur des critères comme l'origine, le sexe, le handicap ou l'âge. Elle a montré que seulement 15% des personnes présentes à l'écran sont perçues comme non blanches. Si la parité progresse, la parité c'est la représentation égale des hommes et des femmes, il y a clairement beaucoup de chemin à faire du côté de la représentation des personnes perçues comme non blanches, sans parler de la question du handicap. Si on reste dans le domaine de l'audiovisuel, avec le cinéma et les séries, il y a une question que je voudrais vous poser d'ailleurs. Bon, je pars du principe que vous regardez des séries françaises et des films français. Si c'est le cas,
Est-ce que les films, les séries que vous regardez, est-ce qu'ils vous donnent l'impression qu'il y a beaucoup de diversité dans la société française ? Et quelles sont les images que vous associez aux Françaises et aux Français ? Mes élèves me disent parfois qu'il y a un décalage entre la perception qu'ils avaient des Français et la réalité quand ils ont voyagé en France. Et je suis curieuse de savoir si vous avez vécu la même expérience. C'est une question corsée, c'est-à-dire c'est une question difficile, compliquée. Néanmoins, c'est important d'être conscient que la télévision est encore aujourd'hui un miroir déformant de la réalité, qui montre une certaine image de la France et des Français. Tout à l'heure, je vous parlais de Rokhaya Diallo, qui est une journaliste et réalisatrice française. Et cette semaine, en faisant mes recherches, j'ai regardé un entretien où elle parlait de cette question du manque de représentation des minorités en France. Très justement, elle disait qu'il y a trop peu de films qui racontent des histoires tout à fait normales, banales, où les personnages sont des Français noirs, d'origine maghrébine ou asiatique. Ça reste encore marginal de voir une série française où ces personnages-là connaissent des problèmes de cœur, ou un parent qui est malade, par exemple. Il s'agit d'histoires de la vie quotidienne, tout simplement. Des choses qu'on voit dans les films français, mais qu'on n'associe pas forcément aux personnes venant des minorités, au cinéma ou à la télé. Rokhaya Diallo parle de la nécessité d'inscrire ces réalités dans l'imaginaire collectif. Le manque de représentation, c'est une chose, mais l'autre point que je voudrais développer un peu plus, c'est celui du type de personnage associé aux personnes noires d'origine maghrébine ou asiatique. Les rôles qui leur sont proposés continuent à favoriser en partie certains clichés. On parle de rôle réducteur, c'est-à-dire qui réduit le personnage à certains stéréotypes. Par exemple, la perception des personnes noires peut être influencée par leur représentation récurrente dans des rôles négatifs de délinquants ou de criminels, ce qui entraîne un cercle vicieux. Là aussi, on pourrait faire une comparaison avec la question de la représentation aux États-Unis. Il faut savoir que la culture américaine a beaucoup d'influence en France, à travers les films et les séries télé, encore une fois. Parmi les séries très populaires dans les années 90, il y avait Le Prince de Bel-Air. Dans les podcasts que j'ai écoutés, dans les articles que j'ai lus en préparant l'épisode de cette semaine, cette série est souvent citée pour la manière dont les personnages sont représentés. Je pense à l'exemple de l'oncle de la famille qui travaille comme juge. S'il y a peu de représentations comme ça, de personnages qui occupent des postes importants, je peux imaginer que c'est plus compliqué de se projeter dans ce type de carrière, de se dire que c'est possible. Inspirer des vocations passe par plus de visibilité dans les médias. D'après l'étude du CSA dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des progrès dans les rôles joués par des personnes non blanches, avec un pourcentage de rôles jugés positifs en augmentation. Les choses ont un peu bougé depuis les années 90, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il faut changer pour voir plus de diversité dans la représentation dans les médias ? La nécessité de renforcer la diversité commence par les coulisses des émissions, des sociétés de production. Quand on parle des coulisses, on parle de ce qui se passe derrière la création d'une émission, ce que le spectateur ne voit pas en général. Si celles et ceux qui prennent les décisions reflètent davantage la diversité, on peut espérer des conséquences positives sur la question de la représentation. Pour ça, il faudrait aussi arrêter de croire qu'un film aura moins de succès, sera plus difficile à vendre, ou que l'histoire intéressera moins si ce film a pour personnages principaux des acteurs noirs, d'origine maghrébine ou asiatique. J'ai l'impression que c'est une fausse idée qui persiste encore en France. Je voudrais revenir sur cette idée de richesse grâce aux multiples cultures qui existent en France. Au final, le but, c'est d'aller vers une société où l'on s'écoute et on se parle. On a beaucoup à apprendre de cette richesse en continuant à progresser sur la question de la représentation.
Pour finir, je voudrais dire 2 mots sur une figure emblématique de la lutte antiraciste et des débats qui entourent les questions dont on a parlé aujourd'hui. Je veux parler de Rokhaya Diallo. Elle est autrice, conférencière, réalisatrice et journaliste. Comme je le disais, elle est connue pour son engagement contre le racisme, mais aussi le sexisme et pour les droits des minorités en général. Dans l'entretien que j'ai regardé cette semaine, elle parle de son parcours et de ce que ça signifie être français. Justement, ça m'a fait réfléchir à ce que ça signifie pour moi être française. J'ai pas vraiment de réponse, et c'est peut-être en partie parce que j'ai jamais eu à me poser cette question de l'identité. Rokhaya Diallo explique qu'elle a pris conscience des questions d'identité et de racisme pendant ses études supérieures, où on lui demandait d'une manière récurrente d'où elle venait, avec dans cette question l'implication qu'elle vient d'ailleurs, alors qu'elle est française, puisqu'elle est née et a grandi en France. Dans cet entretien, elle donne un début de réponse à cette fameuse question, en disant qu'être français, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une religion. Pour revenir à la définition de l'universalisme français, ça pose la question suivante. Est-ce qu'il faut se séparer d'une partie de son identité pour être bien français ? Si je prends l'exemple de quelqu'un qui est franco-taïwanais, au hasard, il ou elle n'est pas moitié français, moitié taïwanais, mais 100% français et 100% taïwanais. J'aime bien cette idée que Rokhaya Diallo développe en disant que les cultures s'additionnent, s'ajoutent les unes aux autres, au lieu de se soustraire. Elle porte un discours important que je voudrais résumer pour finir. La force de la France, c'est qu'elle a une identité multiple qui s'enrichit des identités qui la composent. On est loin, très loin, d'avoir fait le tour de ces questions. C'est impossible de faire ça en 20 minutes seulement. Il y a une chose très importante que je voudrais souligner avant de conclure. Mon but aujourd'hui était, très modestement, de partager mon cheminement sur ces questions avec vous. J'ai pas la prétention de dire que j'ai une connaissance et une compréhension parfaite des enjeux liés à l'identité en France. Être à l'écoute des personnes concernées, c'est essentiel pour avancer sur ces sujets. C'est pour ça que je vous recommande fortement le podcast Kiffe ta race. Il est co-animé par Rokhaya Diallo et Grace Lee, qui est autrice et réalisatrice elle aussi. Je vous encourage à vous informer pour vous faire votre propre avis et développer votre compréhension de la société française. Kiffe ta race, c'est un podcast ambitieux pour ce qui est de la compréhension orale. Mais chaque épisode est accompagné de références détaillées, avec des liens vers des articles, vers des livres. Donc c'est vraiment une ressource d'une grande richesse et d'une grande pertinence si vous souhaitez explorer les questions raciales en France. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur votre perception des Français et en quoi elle est peut-être différente de la réalité. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode, avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous aimez l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète, encore et toujours, vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!